Qu'est-ce que le temps? Est-ce qu'on peut aller dans le futur, remonter dans le passé? Quand on regarde des films de science-fiction, on a l'impression que c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement, mais on va voir ensemble ce qu'en dit la science. Au fond, qu'est-ce que le temps? Est-ce que le voyage dans le temps est réellement possible? Pour le découvrir, il faut se tourner vers ceux qui ont consacré leur vie à étudier le temps, des scientifiques comme Stephen Hawking. Stephen Hawking est sans doute l'un des scientifiques les plus connus du XXe et du XXIe siècle. Il est né en 1942 à Oxford et il a consacré sa vie à étudier l'univers, les forces et les lois qui le régissent. Malgré une maladie dégénérative qui l'a progressivement paralysé, il a révolutionné notre compréhension des trous noirs, de la cosmologie et surtout de la nature du temps. Hawking n'était pas juste un excellent scientifique, c'était aussi un vulgarisateur exceptionnel. Parmi ses sujets d'intérêt, il y avait aussi le temps et le voyage dans le temps. En 2009, Stephen Hawking a décidé de mener une petite expérience pour tester la possibilité du voyage vers le passé. Vous vous demandez peut-être comment il est possible de tester le voyage dans le temps sans machine à voyager dans le temps. Et c'est là qu'il a été malin. Il a organisé une fête à un lieu précis, à une date et une heure déterminées, le 28 juin 2009 à 12 h. À l'université de Cambridge. Il prépare une belle réception avec des boissons, des amuse-bouches et même une banderole avec indiqué « Bienvenue aux voyageurs du temps ». Mais il y a un détail qui fait toute la différence. Les invitations à cette fête n'ont été envoyées qu'après la date de l'événement. Hawking a publié les invitations dans des journaux et sur Internet le lendemain de la fête. L'idée était la suivante. Si un jour dans le futur, le voyage dans le temps devenait possible, alors les voyageurs temporels pourraient recevoir ces invitations et revenir dans le passé pour assister à la fête. En fournissant les coordonnées exactes de latitude et de longitude, Hawking s'assure que les voyageurs pourraient localiser précisément le lieu de la fête, même si les repères géographiques changent dans le temps. Le jour de la fête, Hawking se tient prêt. La salle est préparée, les boissons sont disposées, mais personne ne se présente. La salle reste vide, à l'exception d'Hawking lui-même. Après un certain temps, il conclut que son expérience a échoué à attirer les voyageurs temporels. À première vue, l'expérience d'Hawking peut sembler être une simple blague, mais ça met en lumière les paradoxes et les problèmes liés au voyage dans le temps, en particulier le fait de voyager dans le passé. Hawking avait parfaitement conscience que son expérience n'était pas vraiment une preuve en soi. Il reconnaissait lui-même que même si le voyage dans le temps était possible, il pouvait y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles les voyageurs du futur choisiraient de ne pas se manifester. Stephen Hawking a développé une hypothèse connue sous le nom de conjecture de projection chronologique. Selon cette conjecture, les lois de la physique empêcheraient la formation de boucles temporelles fermées et par conséquent rendrait impossible le voyage dans le temps vers le passé. La relativité générale d'Einstein dit qu'il est théoriquement possible de déformer l'espace-temps pour créer des boucles temporelles fermées qui permettraient à un voyageur de revenir à un point antérieur du temps. Par contre, selon Hawking, les effets quantiques, en particulier les fluctuations du vide quantique, interviendrait pour empêcher la formation de telles courbes. Dès que les conditions sont favorables au voyage dans le temps vers le passé, la physique quantique provoquerait des phénomènes qui déstabiliseraient l'espace-temps et empêcheraient ce voyage. Comme il le disait lui-même, il semble que l'univers protège la causalité, ce qui rend le monde sûr pour les historiens. La conjecture d'Hawking suggère que la chronologie est protégée par les lois de la physique elle-même, qui empêcheraient tout paradoxe temporel, comme le fameux paradoxe du grand-père. L'expérience d'Hawking a suscité aussi l'intérêt et les discussions de la communauté scientifique. Certains de ses collègues ont salué l'approche pour aborder une question complexe, en mêlant à la fois science et humour. D'autres ont souligné les limites de l'expérience, en notant que même si des voyageurs temporels existaient, ils pourraient choisir tout simplement de ne pas se révéler pour ne pas altérer le cours de l'histoire. Ou encore, il est possible que le voyage dans le temps ne permette pas d'atteindre des points antérieurs à la création de la première machine à voyager dans le temps. Ce sera un petit peu comme une sauvegarde dans un jeu vidéo. On peut remonter le temps de la partie en rechargeant une sauvegarde, mais pas avant la première sauvegarde. Des physiciens comme Kip Thorne ont exploré des possibilités théoriques de voyage dans le temps, notamment via des trous de verre. Par contre, ils reconnaissent que les conditions nécessaires pour réaliser un tel voyage dépassent largement nos technologies actuelles et pourraient même être fondamentalement impossibles à cause des contraintes de la physique quantique. L'expérience d'Hawking a également été utilisée comme point de départ pour des discussions plus larges sur la nature du temps, de la causalité et des limites de la connaissance humaine. Alors, est-ce que pour autant, le voyage dans le temps est impossible? Peut-être. Ou peut-être que le mystère est bien plus profond qu'on s'imagine. Parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement la possibilité de voyager dans le temps qui nous fascine, c'est aussi le temps lui-même. Au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est le temps? Et si l'idée qu'on se fait du temps était complètement fausse? Et c'est à partir de là que la vidéo prend un tournant plus profond et surprenant. Parce que la science nous révèle qu'en réalité, le temps n'existerait
peut-être pas. Après tout, quand on regarde autour de nous, le temps semble être une évidence. On utilise des horloges, des montres et l'heure sur nos téléphones. On se sert du temps pour se fixer des rendez-vous, pour se synchroniser les uns avec les autres. On ressent le temps qui passe en observant la nature, en voyant les saisons qui changent, en se voyant nous-mêmes grandir et vieillir. L'existence du temps peut paraître si évident que le remettre en question peut sembler absurde. Et pourtant, pour cet épisode, je vous propose de mettre de côté ce que vous pensez savoir et de vous poser sincèrement cette question avec moi. Est-ce que le temps existe réellement ? Déjà, pour savoir si une chose existe, la première étape est d'en donner une définition. Alors, quelle définition donneriez-vous au temps ? Le problème, c'est que souvent, on définit le temps comme la mesure de la durée qui sépare deux événements. Mais le problème avec cette définition, c'est qu'elle repose sur le concept de durée. Et si je vous demande de définir ce qu'est une durée, vous utiliserez probablement le concept de temps. En fait, on tourne en rond. On définit le temps par rapport à la durée et la durée par rapport au temps. Ce sera un petit peu comme dire que le temps, c'est le temps, ce qui nous avance pas beaucoup. On va essayer une autre définition. Certains disent que le temps est ce qui permet aux choses de changer. Mais là encore, on utilise le concept de changement, ce qui implique une évolution dans le temps. D'autres pourraient dire que le temps est une dimension dans laquelle les événements se succèdent du passé vers le futur. Mais le problème, c'est que ça suppose déjà l'existence du temps pour expliquer le temps. Est-ce que vous voyez le paradoxe ? Mais même si on a du mal à le définir précisément, on fait l'expérience du temps au quotidien. Alors est-ce que c'est raisonnable de remettre en question son existence ? Et pourtant, l'observation attentive du monde nous amène à penser que le temps n'existe peut-être pas de la manière dont on s'imagine. Prenons un exemple concret, celui des horloges atomiques. Les horloges atomiques sont les plus exactes jamais créées par l'humanité. Elles sont si précises que même sur des périodes de 13 milliards d'années, à peu près l'âge de l'univers, elles ne retarderaient que d'une seconde. Dit autrement, elles battent à un rythme si régulier qu'on pourrait presque les prendre pour mesurer le temps absolu. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on déplace l'une de ces horloges ? C'est là que ça devient intéressant. Imaginons que nous ayons deux horloges atomiques parfaitement synchronisées. Tant qu'elles restent côte à côte, elles affichent toujours la même heure. Mais si on en déplace l'une, même d'un étage, on observe une différence minuscule entre elles au retour de l'horloge déplacée. Les deux horloges, pourtant fonctionnant de la même façon, n'indiquent plus la même heure. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous retourner l'esprit. Parce que si le temps existait de manière universelle et absolue, les deux horloges, aussi parfaites soient-elles, devraient toujours rester synchronisées. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors on peut se poser la question, que mesure réellement la seconde horloge? Cette expérience nous montre qu'en réalité, le temps n'est pas universel. Et si nous ne pouvons pas compter sur les horloges atomiques pour nous donner l'heure, alors l'idée même d'un temps absolu n'a plus de sens. Et ça a des implications beaucoup plus profondes. Il ne semble pas y avoir de temps commun pour tout ce qui existe. Et au lieu de ça, chaque objet, chaque individu a sa propre durée. Chaque horloge, chaque être, chaque particule pourrait avoir son temps propre. Mais est-ce que c'est logique de penser qu'il y a une infinité de temps différents, chacun attaché à une horloge ou à un individu? Cette idée devient rapidement ingérable. Et c'est précisément pour cette raison que les physiciens arrivent à la conclusion que le temps n'existe pas de manière universelle. L'un des exemples les plus frappants de cette absence de temps universel est l'expérience de pensée des jumeaux de Langevin, conçus dans les années 1920. Imaginez deux jumeaux parfaitement identiques. Au début de cette expérience, ils sont au même âge et se trouvent au même endroit. Mais ensuite, l'un des jumeaux monte à bord d'un vaisseau spatial et part pour un voyage à une vitesse proche de celle de la lumière. Lorsque le jumeau voyageur revient sur Terre, il constate avec étonnement que, même si pour lui peu de temps s'est écoulé, son frère est bien plus vieux. Ça signifie que les deux jumeaux n'ont pas vécu la même durée. Ce paradoxe soulève une question importante. Si le temps existait vraiment, comment se fait-il que deux individus ayant le même âge puissent finir avec deux âges différents? Ça montre aussi que notre perception intuitive du temps, celle que nous utilisons chaque jour pour nous organiser, est incompatible avec la réalité physique. Ce que nous percevons comme du temps est en fait une notion subjective et locale, propre à chacun. Einstein est arrivé à cette conclusion en observant que la simultanéité n'existe pas. Imaginez que vous avez un ami astronaute sur Mars. Vous vous demandez ce qu'il est en train de faire à l'instant même où vous vous posez la question. Mais lui envoyer un message radio pour le lui demander prendrait quelques minutes et encore plus pour recevoir la réponse. Finalement, vous n'aurez jamais de réponse instantanée sur ce qu'il fait au moment précis où vous vous posez la question. Einstein a compris que cette impossibilité d'obtenir une réponse instantanée ne relève pas d'une limitation technique, mais d'un principe fondamental de l'univers. On ne peut pas synchroniser nos actions avec celles d'une personne éloignée dans l'espace. Ça signifie que la simultanéité, l'idée qu'un événement peut se produire au même moment pour tous, est une illusion. Et sans simultanéité, le temps universel disparaît.
Alors, si le temps n'existe pas, que mesurent réellement nos horloges? Ce qu'elles mesurent, c'est ce que nous appelons des durées. Une horloge mesure la durée écoulée entre deux moments donnés. Mais cette durée dépend du mouvement de sa propre expérience et de sa position dans l'espace. Deux horloges identiques, placées dans des environnements différents, ne donneront pas les mêmes résultats. Chacun vit sa propre durée, et cette durée ne peut pas être comparée directement à une autre sans que des différences apparaissent. Par exemple, votre âge ne correspond pas vraiment à un âge absolu, mais simplement à la durée qui s'est écoulée pour vous entre votre naissance et aujourd'hui. Le temps n'est pas ce qu'on croit, il est relatif, et certains scientifiques d'ailleurs préfèrent le qualifier de durée, mais ça ne nous dit rien pour autant sur sa véritable nature. Qu'est-ce que le temps? Est-ce qu'il est linéaire ou cyclique? Est-ce que c'est une illusion, une dimension physique ou quelque chose de plus fondamental? Est-ce que nous sommes libres de faire nos choix ou est-ce que tout est déjà écrit dans une sorte de livre cosmique? Et surtout, est-ce qu'il est possible de voyager dans le temps et de remonter le passé ou de sauter dans le futur? Ce sont des questions qui ont été sérieusement étudiées. Et avec les avancées récentes, nous avons quelques pistes crédibles. L'une d'entre elles est la théorie de l'univers bloc. Imaginez l'univers comme un immense livre où chaque page représente un instant précis dans le cosmos. Dans ce livre, toutes les pages existent simultanément. Le passé, le présent et le futur coexistent dans une structure à 4 dimensions appelée espace-temps. Cette conception du temps est connue sous le nom d'univers bloc ou éternalisme. Selon cette théorie, le temps est une dimension similaire aux dimensions spatiales. Tout comme les points dans l'espace existent, tous les moments dans le temps existent également. Nous, en tant qu'êtres conscients, nous déplaçons le long de cette dimension temporelle, page après page. Mais l'ensemble du livre est déjà là, complet et inchangeable. L'idée trouve ses racines dans la théorie de la relativité d'Einstein, développée au début du XXe siècle. Einstein a démontré que l'espace et le temps sont intimement liés pour former l'espace-temps. Les événements qui sont simultanés pour un observateur peuvent ne pas l'être pour un autre qui se déplace à une vitesse différente. Ça remet en question la notion d'un présent universel et sous-entend que tous les moments du temps sont réels. Si on accepte cette théorie, ça signifie que le futur est déjà écrit, tout comme le passé. Nos vies seraient comme des lignes tracées dans l'espace-temps, et notre sensation de mouvement à travers le temps ne serait qu'une illusion de conscience. Ça soulève des questions profondes, notamment à propos de notre libre arbitre. Parce que si tout est déjà déterminé, avons-nous réellement le choix de nos actions? Ou sommes-nous simplement en train de vivre un scénario préécrit? Et si tous les moments existent déjà, ça ouvre également la porte à la possibilité théorique de voyager dans le temps. On pourrait en quelque sorte sauter d'une page à l'autre. C'est une idée qui a alimenté de nombreuses œuvres de science-fiction. Par contre, cette théorie présente des problèmes majeurs lorsqu'on la confronte à la réalité scientifique et philosophique. D'abord, ça remet en question le principe fondamental de causalité, qui dit qu'une cause précède toujours son effet. Si le futur existe déjà, comment les causes peuvent-elles conserver leur ordre logique? Ensuite, on ressent le temps comme un flux constant. Les expériences scientifiques n'ont pas montré l'existence simultanée du passé, du présent et du futur. Quoi qu'il en soit, la majorité des scientifiques restent sceptiques vis-à-vis de l'univers bloc. Il est difficile de concilier cette théorie avec le principe de causalité et avec la mécanique quantique. La physique quantique suggère que certains processus sont probabilistes et donc que le futur n'est pas entièrement prédéterminé. Passons maintenant à une autre théorie, le temps serait peut-être cyclique. Cette idée est ancienne et remonte à de nombreuses cultures et philosophies, y compris la pensée hindoue et le concept de l'éternel retour de Nietzsche. Selon cette théorie, le temps ne serait pas linéaire, mais plutôt cyclique. L'univers passerait par une série de cycles infinis, se créant et se recréant éternellement. Il faut imaginer l'univers comme une roue qui tourne sans fin. Après un certain laps de temps, il reviendrait à son état initial et recommencerait exactement de la même manière. Chaque événement, chaque vie, chaque action se répète indéfiniment. On vivrait sans le savoir la même vie encore et encore. Cette théorie peut paraître séduisante pour certains, parce que ça confère une sorte d'éternité à l'existence. Mais elle présente également des problèmes conceptuels majeurs. Si le temps est cyclique, ça signifie que les événements du futur influencent ceux du passé, puisque le cycle est fermé sur lui-même. Et ça crée des paradoxes temporels encore plus complexes que ceux de l'univers bloc. Par exemple, si on peut voyager dans le temps au sein de ce cycle, est-ce qu'il est vraiment possible d'influencer des événements qui sont à la fois dans notre futur et dans notre passé? Ça remet en question le principe de causalité, où une cause précède toujours son effet. Enfin, l'astrophysique moderne nous indique que l'univers est en expansion accélérée, ce qui ne soutient pas la théorie d'un univers cyclique. Les données actuelles penchent plutôt vers un univers qui continuera de s'étendre indéfiniment, plutôt que de se recontracter pour recommencer un nouveau cycle. On arrive maintenant à la théorie qui fait consensus parmi les scientifiques,
la conception d'un temps issu de la relativité restreinte et générale d'Albert Einstein, enrichi par les découvertes de la physique moderne. Pour faire simple, cette théorie indique que le temps est comme une dimension liée à l'espace pour former l'espace-temps, où le temps est relatif et dépend de la vitesse et du champ gravitationnel. Ça signifie que le temps n'est pas absolu, mais qu'il dépend de l'observateur. Plus un objet se déplace rapidement, plus le temps s'écoule lentement pour cet objet par rapport à un observateur immobile. Ce phénomène est connu sous le nom de dilatation du temps. L'idée développée par certains scientifiques est que, en réalité, nous nous déplaçons tous à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. C'est un concept fondamental pour comprendre la relativité. Dans l'espace-temps, tous les objets se déplacent à la même vitesse constante, qui est celle de la lumière. Cette vitesse est répartie entre les dimensions spatiales et la dimension temporelle. Si vous êtes immobile dans l'espace, toute la vitesse est utilisée pour avancer dans le temps. Si vous vous déplacez rapidement dans l'espace, une partie de la vitesse est empruntée au temps, ce qui fait que votre progression dans le temps ralentit. Imaginez que vous êtes assis chez vous, immobile. Vous avancez dans le temps à la vitesse maximale. Maintenant, si vous vous levez et commencez à courir, une partie de votre vitesse totale est utilisée pour vous déplacer dans l'espace. Et donc, vous avancez moins rapidement dans le temps. Si vous vous déplacez à une vitesse proche de celle de la lumière, le ralentissement du temps deviendrait plus visible. Cette conception du temps préserve le principe de causalité. Aucune information ni aucun objet ne peut se déplacer à la vitesse de la lumière, ce qui empêche les effets de précéder leur cause. C'est le principe de l'expérience des jumeaux de Langevin dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. Les particules appelées muons, qui se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière, vivent plus longtemps que prévu en raison de la dilatation du temps. Le physicien Paul Dirac, en cherchant à réconcilier la mécanique quantique avec la relativité, a découvert que, pour préserver la causalité, il fallait accepter l'existence de l'antimatière. Son équation montrait que des particules d'énergie négative, semblant remonter le temps, existaient mathématiquement. Ça a conduit à la prédiction du positron, l'antiparticule de l'électron qui a été découverte expérimentalement en 1932. Cette découverte renforce l'idée que la causalité est un principe fondamental de l'univers. Mais pourquoi cette théorie fait consensus? Parce que la relativité est soutenue par de nombreuses preuves expérimentales. Elle explique avec précision des phénomènes comme la gravitation, le comportement de la lumière et la dilatation du temps. Elle est cohérente avec le principe de causalité et ne présente pas les paradoxes des théories précédentes. Par contre, selon la relativité, voyager vers le futur est théoriquement possible. En se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière, un voyageur peut avancer dans le futur par rapport aux observateurs restés sur Terre. En revanche, voyager dans le passé semble complètement exclu en raison des lois de la physique, notamment la préservation de la causalité et l'impossibilité de se déplacer à la vitesse de la lumière. Pour l'instant, on n'a fait que survoler le sujet du temps. Il existe des livres entiers qui explorent le sujet, et certains scientifiques y consacrent toute leur vie pour essayer d'en percer les mystères. Mais ce qu'on a vu ensemble montre à quel point l'univers est complexe et fascinant. En fin de compte, le temps est à la fois le cadre de notre existence et une dimension qu'on essaye toujours de comprendre un peu plus. Et c'est peut-être là que ça devient vraiment intéressant. Plus on cherche à le comprendre, et plus on réalise que la réalité dépasse souvent ce qu'on aurait pu imaginer. Mais une chose est sûre, c'est que notre voyage dans le temps et dans l'espace ne fait que commencer. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Si vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à commenter. C'était Christophe pour Science et Vie.